À 23h17, deux chiffres ont brisé la nuit. 7 minutes de silence et près de 90% du trafic numérique effacé d'un seul geste. Ce paradoxe brut, un pays entier plongé dans l'ombre alors que les urnes brûlaient encore, a révélé un mécanisme de contrôle que les bilans officiels n'osent pas nommer. Que signifie vraiment une coupure si brève pour un continent déjà sous tension, surtout lorsqu'Ibrahim Traoré y voit un test grandeur nature de souveraineté numérique? Car si un signal peut disparaître aussi vite, une vérité peut surgir tout aussi brutalement. Comprendre le blackout de Dar et Salam, c'est mesurer bien plus qu'une simple coupure, c'est saisir la mécanique d'un pouvoir capable de remodeler la réalité en éteignant le signal. La promesse de ce reportage tient en 10 mots. Montrer comment 7 minutes redéfinissent la souveraineté numérique africaine. Derrière les chiffres bruts circulés dans la presse et les Burkina Faso News, une question plus vaste apparaît. Que révèle cette interruption coordonnée sur la fragilité des États connectés, sur leur dépendance technique et sur les marges de manœuvre encore invisibles des citoyens? Car si l'effacement soudain du trafic tanzanien semble n'être qu'un incident ponctuel, il expose en réalité une architecture capable de façonner la peur, de filtrer les voix et de déplacer le centre de gravité du pouvoir. C'est ici que se jouent les enjeux, la résilience des infrastructures, la circulation des preuves, la capacité d'un peuple à maintenir son souffle collectif lorsqu'un interrupteur décide de son silence. Et c'est précisément dans cette tension visible, mesurable, mais rarement expliquée, que se cache la véritable gravité de l'affaire, celle que ce récit va dérouler pas à pas. À l'aube, une donnée nette est tombée. 90% du trafic tanzanien s'était volatilisé en moins de 8 minutes, révélant un schéma trop précis pour être accidentel. Cette chute synchronisée, comparable à un souffle qu'on coupe d'un seul doigt, a immédiatement replacé la question du contrôle numérique au centre du débat régional. Les premières vérifications de NetBlock montrent que 3 fournisseurs majeurs, Vodacom, Airtel et TCL, ont vu leur flux s'effondrer au même instant, comme si une commande unique avait traversé l'ensemble de l'infrastructure. Ce n'est qu'après 23h25 que le pays a lentement regagné 37% de sa connectivité, une remontée progressive qui, à elle seule, exclut l'hypothèse d'une panne spontanée. Dans les heures suivantes, les bureaux de vote filmés sous VPN laissaient encore s'échapper des images de fumée, de ballots brûlés, de foules dispersées sur Morogoro Road, un paysage où la coupure faisait office d'écran et de filtre, mais non de barrage absolu. C'est dans ce vacillement entre silence et débordement que le récit a commencé à se structurer. D'un côté, les autorités parlant de mesures techniques, de l'autre, des étudiants murmurant « Uhuru kwa wote » sous les nuages de gaz. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait ces données sur un flux interne, lisant dans chaque minute manquante non pas une simple absence, mais une philosophie du pouvoir où le contrôle passe par l'interrupteur, non par la parole. Pour lui, ces chiffres, débit moyen passant de 18,6 Gbps à 1,2 Gbps, ne sont qu'une façade technique d'un mécanisme plus profond, la gestion de la peur par la maîtrise de l'infrastructure. Le contraste devient plus net encore lorsque les premiers logs VPN apparaissent, une flambée de connexions de secours, des relais débordés au Rwanda et au Burkina Faso, une circulation de données qui ressemble davantage à une nappe d'eau cherchant une fissure qu'à un réseau domestiqué. Ainsi se pose la réponse à la question suspendue au P1. Lorsqu'un pouvoir coupe le signal, il ne coupe jamais la narration. Il en dévoile la charnière. Dans les heures qui ont suivi la coupure, un visage a émergé presque malgré lui. Celui d'Aïcha, 22 ans, étudiante en sciences politiques à l'université de Dar es Salaam. Son selfie, transmis via un VPN encore vacillant, portait une phrase devenue mot-clé. « S'ils éteignent le net, nous parlerons dans la rue ». Rien de spectaculaire, juste une ligne écrite dans la pénombre, mais suffisamment claire pour traverser les murs numériques que la coupure tentait d'ériger. Ce message, repris d'abord par un petit cercle d'étudiants, a ensuite trouvé sa place sur des canaux cryptés, puis sur des miroirs improvisés par des journalistes locaux. À chaque transmission, il gagnait une nuance. Non pas l'appel classique à la mobilisation, mais l'idée qu'un simple geste individuel pouvait remplacer une infrastructure réduite au silence.
Les chauffeurs de taxi ont commencé à répéter la phrase comme un rythme de klaxon. Des vendeurs de rue la murmuraient en repliant leurs bâches sous la pluie. Des affiches dessinées à la main sont venues recouvrir les murs proches du port. C'est ainsi qu'Aïcha est devenue notre fil conducteur. Non une héroïne, mais une balise qui montre comment une société reconnecte ses canaux humains lorsque les câbles se taisent. Et tandis que les autorités tentaient de reprendre la main, la circulation hors ligne, relais papier, messagers à pied, codes griffonnés, révélait une autre forme de résistance, plus lente mais plus tenace. Depuis Ouagadougou, cette propagation intéressait particulièrement Ibrahim Traoré, qui y voyait une démonstration concrète. La technique peut vaciller, mais pas l'instinct collectif. So what? Les voix faibles composent souvent la force durable. Le déclencheur survient à 23h17. Les routeurs clignotent une dernière fois. Puis tout se fige, les notifications meurent, les écrans deviennent des surfaces opaques. La ville ne respire plus au même rythme. Un technicien, resté de garde dans une baie vitrée du quartier de Kivukoni, note l'effondrement du trafic sans comprendre encore son amplitude. Les premières lignes de log cessent soudainement comme un électrocardiogramme horizontal. À 23h19, le mobile s'effondre à son tour. Les chauffeurs de taxi lèvent leur téléphone vers le ciel, comme pour vérifier qu'une antenne n'a pas glissé dans la nuit. Des étudiants quittent les dortoirs, attirés par la rumeur d'un campus silencieux. Une image filmée à la va-vite montre 3 ballots de vote en feu sous un abribus, la scène éclairée seulement par des phares hésitants. Les messages envoyés via VPN tournent en rond, rebondissant sur des serveurs surchargés. Puis vient l'apogée. À 23h24, la Tanzanie disparaît de la carte numérique mondiale. Les journaux étrangers ne reçoivent plus les dépêches locales. Les streamers de la côte voient leur tableau de bord se figer. Les radios communautaires cessent de lire les messages d'auditeurs. Non par manque de voix, mais par impossibilité d'en capter une seule. Sur Morogoro Road, la nuit se densifie. Les vitrines se reflètent l'une dans l'autre, les camions de police avancent à vitesse régulière. Une étudiante tombe, suffoquant sous des volutes de gaz lacrymogène. Un vendeur de rue la relève sans un mot, puis disparaît dans une ruelle, ses sandales claquant sur les pavés trempés. Les rues vibrent sous les casseroles tapées par des mains en colère. Les habitants utilisent les murs comme des journaux. Flèches, mots codés, symboles. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit au même moment un flux brouillé provenant d'un groupe d'observateurs. Il note la simultanéité des coupures. Il observe la précision du geste. Il comprend que la panne n'est pas une défaillance, c'est une décision. À 23h25, le trafic revient mais boite. Les serveurs se rallument un par un, comme si quelqu'un remontait un mécanisme fatigué. Les pages s'ouvrent à moitié. Les vidéos refusent de charger au-delà de quelques secondes. Un technicien de TTCL parle de « réveil partiel », expression qui s'impose dans les conversations clandestines. Les commerces déjà fermés rallument leurs ampoules, hésitant entre prudence et nécessité. Les chauffeurs reprennent leur course, l'oreille collée aux bribes d'informations se propageant de bouche à oreille. La rémanence commence alors. Aïcha publie un second message, plus court, on nous voit, même sans signal. Cette phrase traverse les rues comme un mot de passe. Les taxis la répètent, les pêcheurs la susurrent en tirant leurs filets. Les étudiants la peignent sur des cartons, vite arrachés, puis remis en place par d'autres mains. Les autorités multiplient les communiqués. Elles invoquent la stabilité. Elles promettent des explications techniques, mais rien ne stabilise les murmures. Les logs VPN explosent, les relais régionaux saturent. La ville vibre à nouveau, sans réseau, mais avec une détermination nouvelle. Dans la nuit encore humide, un constat s'impose. La coupure n'a pas stoppé le pays. Elle l'a accéléré autrement. Le trafic national chute de 93% entre 23h17 et 23h04, selon les mesures croisées de NetBlocks et Cloudflare Radar. Avant la coupure, le réseau tanzanien affichait un débit moyen de 18,6 Gbps, valeur classique pour une soirée électorale où les vidéos circulent intensément. À 23h24, ce même débit tombe à 1,2 Gbps, une contraction si nette qu'elle exclut tout incident isolé. Cette baisse fulgurante traduit une intervention coordonnée, non un simple dysfonctionnement périphérique.
La remontée partielle à 37% seulement du trafic à 23h25 confirme l'existence d'une réactivation progressive, typique d'un rétablissement manuel. Ces chiffres montrent qu'on n'éteint pas un pays par hasard. 11 mots. Les outils d'observation régionaux estiment qu'environ 1,7 million de connexions simultanées ont été coupées durant les 7 minutes de blackout. Chaque seconde d'absence équivalait à près de 4000 sessions perdues, un rythme qui suggère une coupure au cœur du réseau, pas sur ses bordures. Les ingénieurs interrogés sous anonymat précisent que les paquets sortants ont cessé au niveau des routeurs dorsaux, preuve que l'ordre émane d'un accès centralisé. Cette précision technique, le lieu exact où la rupture se produit, est capitale pour comprendre que la panne n'a rien d'un effondrement mécanique. Le trafic kenyan, malawite et mozambicain étant resté stable au même moment, l'argument gouvernemental des câbles sous-marins endommagés se trouve mécaniquement invalidé. La cohérence régionale élimine totalement l'hypothèse de hasard. 10 mots, la réaction du réseau clandestin, véritable thermomètre de la défiance populaire. Entre 23H26 et 1H02, les logs VPN montrent une hausse de 800% du trafic via des relais rwandais et burkinabés. Cette flambée constitue un indicateur rare. Elle révèle une population qui cherche immédiatement des voies alternatives, contournant les restrictions en quelques secondes. Les serveurs de secours saturent presque instantanément. Les connexions rebondissent d'un miroir à l'autre. Le flux retrouve un chemin comme une nappe d'eau contournant un barrage trop rigide. Cette réorganisation spontanée du trafic est typique des environnements où la coupure vise la coordination civique plutôt qu'un risque technique réel. Elle montre que les réseaux humains et les infrastructures parallèles compensent rapidement l'effacement du signal principal. Le besoin de parler s'impose toujours plus vite que la censure. 10 mots. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ces chiffres comme des révélateurs d'une dynamique plus large. Un continent où la souveraineté numérique reste vulnérable aux interrupteurs, mais robuste dès qu'elle repose sur la circulation collective. Pour lui, la donnée n'est pas un graphique. C'est un miroir capable de montrer l'intention politique derrière chaque seconde manquante. Il lit dans ses variations, débit, cession, contournement, les traces d'un pouvoir cherchant à étouffer la coordination plus qu'à prévenir une crise. Et lorsque les pourcentages se succèdent, une logique se dessine, la coupure vise la parole, pas la technique. C'est cette lecture méthodique et froide qui fait de la nuit tanzanienne un précédent continental. Majeurs soutiennent la position du gouvernement tanzanien, et chacun d'eux mérite d'être formulé dans sa version la plus robuste. Le premier repose sur la stabilité. Dans un contexte électoral où rumeurs, vidéos tronquées et manipulations circulant à grande vitesse, une coupure temporaire serait un moyen d'éviter une escalade incontrôlée. Selon cette lecture, mieux vaut interrompre le flux un court instant que laisser une étincelle se propager dans un écosystème numérique saturé. Les défenseurs de cette thèse invoquent l'idée d'un coup du calme, quelques minutes d'obscurité pour prévenir des heures de chaos. Ils soulignent également que certaines puissances extérieures ont déjà recours à des filtrages ciblés, argument qui vise à légitimer la mesure en la comparant à des précédents internationaux. Le second argument se focalise sur la sécurité nationale. Pour ses partisans, les infrastructures stratégiques nécessitent parfois un gel momentané afin de contenir un risque immédiat. Cyberattaque, manipulation de vote, tentative de sabotage d'un réseau critique. Dans cette logique, la rapidité de la coupure serait justement la preuve d'un protocole maîtrisé, activé par précaution, plus que par coercition. Disent-ils, ne cherche pas à réduire au silence, mais à protéger la continuité institutionnelle dans une situation incertaine. Face à ces deux thèses, la lecture issue des données raconte pourtant autre chose. Les chiffres consolidés chutent de 93%, synchronisation exacte de 3 fournisseurs, effondrement instantané des sessions, reprise partielle à seulement 37%, indiquent une coordination intentionnelle, pas une mesure d'urgence ponctuelle. Aucun élément technique dans les pays voisins n'appuie la version d'un incident partagé, aucune fluctuation progressive ne correspond au profil d'une coupure défensive. Et surtout, les logs VPN, en bondissant de 800%, montrent que la population n'a pas interprété le geste comme une protection, mais comme une tentative de contenir la parole collective.
Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré formule la réponse de manière nette. Une nation peut chercher la stabilité, mais lorsqu'elle coupe d'abord la voix de ses citoyens, elle neutralise précisément la dernière source d'informations fiables dont elle dispose. Les données de la nuit tanzanienne ne contredisent pas les arguments gouvernementaux. Elles révèlent simplement leur point aveugle, la perte de confiance qu'engendre tout contrôle opaque du signal. Le silence change tout. Au milieu de la nuit tanzanienne, la coupure cesse d'être une absence technique. Elle devient une matière vivante, un espace où les voix se recomposent autrement. Les premiers relais hors ligne, papier glissé sous les portes, codes griffonnés sur les murs, chants répétés par des groupes dispersés, montrent que la communication ne disparaît jamais, elle migre. Ce glissement transforme la panne en révélateur. Ce que les autorités pensaient étouffé se reconfigure en réseau parallèle, imprévisible, tenace, presque organique. Dans les cafés autour de Kariakou, des serveurs chuchotent des informations fragmentées que les téléphones n'affichent plus. Sur les quais, des pêcheurs transmettent des nouvelles venues de quartiers entiers, comme des ondes circulant de barque en barque. Aïcha, pourtant invisible depuis des heures, devient plus présente que jamais. Son premier message se propage désormais sans écran, porté par des voix humaines que la panne ne peut contraindre. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ce déplacement avec l'œil d'un stratège. Pour lui, la leçon centrale surgit ici. Lorsqu'un pouvoir croit éteindre la parole, il oublie que l'esprit social possède toujours un second souffle. La coupure ne produit pas le calme, elle façonne la lucidité. Et à cet instant précis du récit, une fracture apparaît. Ce qui devait être un contrôle devient une contagion de vigilance. Dans les couloirs administratifs de Dodoma, la coupure présente rapidement un coût invisible. Privés d'accès aux canaux habituels, les équipes techniques ne peuvent plus suivre les remontées locales, ni vérifier les rumeurs qui circulent hors ligne. Des rapports internes évoquent une baisse d'environ 27% de la productivité administrative, signe que l'interruption a fait vaciller la capacité de coordination plutôt que de la renforcer. Les ministères, isolés du reste du pays numérique, se retrouvent à opérer dans un brouillard informationnel qui compromet leurs propres décisions. Le contrôle du signal n'a pas produit l'ordre. Il a créé une zone grise où l'État avance sans repère fiable. Les associations, journalistes locaux et groupes de quartier réinventent alors leurs méthodes. Sans accès rapide aux plateformes, ils traduisent et impriment les messages venus des campus, dont celui d'Aïcha devenu un slogan à part entière. Les réseaux d'entraide, déjà actifs en période électorale, se déploient davantage. Distribution de tracts, relais en moto, discussions semi-clandestines dans les marchés. Dans ce paysage reconfiguré, la société civile ne se dissout pas, elle se densifie. Les voix se déplacent du numérique vers les rues, transformant la coupure en moteur d'organisation collective. Pour les étudiants, les apprentis, les jeunes travailleurs urbains, le blackout devient une initiation brutale à la fragilité de la dépendance numérique. Dans plusieurs universités, les veillées symboliques s'enchaînent. Bougies, notes partagées à la main, petits débats improvisés dans les couloirs. Cette génération, habituée à une présence continue du flux, découvre qu'elle peut produire un réseau alternatif sans l'infrastructure officielle. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré souligne dans un briefing interne que cette réorientation n'est pas un détail. Elle montre que la souveraineté numérique d'un peuple ne tient pas à ses câbles, mais à sa mémoire longue. Chez les jeunes Tanzaniens, ce déplacement alimente une forme nouvelle de confiance, fragile mais active. Le blackout tanzanien devient rapidement un point de référence géopolitique. Dans les chancelleries d'Afrique de l'Est, les analystes observent des signaux tangibles. Recul d'environ 18% des engagements d'investissement étrangers sur 3 semaines, augmentation des consultations d'experts cybersécurité, multiplication de réunions extraordinaires sur la stabilité numérique. L'Union africaine parle de dialogue, l'Union européenne de retenue, mais derrière les déclarations, une inquiétude partagée émerge. Si la Tanzanie peut disparaître numériquement en quelques minutes, d'autres capitales pourraient subtilement subir la même pression. Ce précédent recompose les discussions sur la sécurité régionale, transformant la coupure en un avertissement continental. À la croisée de ces 4 lignes d'impact, un constat se précise, le silence n'a pas figé la Tanzanie, il l'a redessinée. Et dans ce redessinage, chaque groupe, État, société civile, jeunesse, région, a vu son propre miroir, avec ses fragilités et ses forces soudain mises à nu.
Dans cette trajectoire, le gouvernement tanzanien choisit de maintenir une forme de contrôle technique modéré. Les plateformes locales restent accessibles, mais avec des filtres ponctuels. Les VPN continuent d'exister dans une zone grise, ni vraiment interdits, ni réellement tolérés. Les communications essentielles sont restaurées, mais la confiance demeure fissurée. Les électeurs, les associations et les journalistes poursuivent leurs activités avec prudence, sachant que l'interrupteur peut retomber à tout moment. La croissance revient lentement, portée par l'activité portuaire et le commerce régional, mais les investisseurs restent attentifs aux signaux de stabilité numérique. Dans ce scénario, la Tanzanie avance, mais sans cicatriser complètement la fracture ouverte par la coupure. Sous pression internationale et locale, le gouvernement décide d'ouvrir la gouvernance du réseau à une supervision partagée. Des ingénieurs indépendants participent à l'audit des fibres, des points d'échange, des redondances et des protocoles de basculement. Une loi sur la neutralité d'accès est discutée dans un cadre élargi, incluant chercheurs, associations et opérateurs. Celle qui a relayé les messages d'Aïcha participe à des ateliers sur la résilience numérique. Les campus deviennent des laboratoires civiques où se construit un vocabulaire commun autour de la transparence. Dans cette configuration, la mémoire du blackout sert de levier à une réforme, non de rappel traumatique. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, qualifie ce tournant de réécriture éthique du logiciel africain. Le pays retrouve progressivement une cohésion qu'aucune coupure ne peut réprimer. Ici, les autorités choisissent la voie de la force plutôt que celle de la coordination. Les VPN sont criminalisés, les journalistes surveillés, les étudiants dispersés. Les serveurs régionaux enregistrent alors une migration accrue vers Nairobi, Kigali ou Kampala. La diaspora numérique grossit et les discussions se déplacent hors du pays. Les investissements se contractent davantage, effrayés par l'arbitraire technique. Les communautés rurales, déjà peu connectées, deviennent encore plus isolées. Ce scénario ne ramène pas l'ordre. Il fabrique un vide institutionnel, un État qui se coupe des signaux faibles dont il a besoin pour gouverner. Point commun. Si la Tanzanie ne renforce pas la transparence avant d'étendre son contrôle, la fracture s'élargira. Dans les conversations de Nairobi, comme dans les cafés de Bobo Dioulasso, la panne tanzanienne soulève une inquiétude partagée. Ce qui s'est produit à Dar es Salaam pourrait se produire ailleurs, sans avertissement. Cette idée, même exprimée à voix basse, modifie la manière dont chacun regarde son propre téléphone, sa propre connexion, sa propre dépendance au réseau quotidien. Une coupure n'est plus un incident lointain, elle devient un scénario possible, presque tangible. Pour les jeunes professionnels et les étudiants, l'épisode agit comme un révélateur. La facilité d'accès à l'information, considérée comme un acquis, se montre soudain vulnérable. Dans plusieurs capitales africaines, des groupes de discussion s'organisent. Comment vérifier une information lorsque les plateformes se taisent? Comment partager un message sans relais numérique? Ce sont de petites questions très concrètes, mais elles redessinent progressivement le rapport à la technologie. Du côté des familles, la réaction prend une autre forme. Les parents se demandent comment maintenir un contact fiable avec leurs proches si une panne soudaine les coupe du flux. Les marchés, les transports, les réunions religieuses deviennent des lieux où les nouvelles circulent avant les réseaux, rappelant la force des liens humains lorsque les infrastructures vacillent. Cette redécouverte du hors-ligne révèle une confiance silencieuse, celle qui s'impose lorsque les écrans s'effacent. Pour la diaspora, le blackout tanzanien agit comme une mise en garde. Les messages en provenance du pays, lorsqu'ils réapparaissent en décalé, rappellent la fragilité d'un lien à distance. Les échanges familiaux prennent alors une dimension plus attentive, comme si chaque appel pouvait devenir le dernier avant une nouvelle interruption. De manière discrète mais persistante, cette nuit tanzanienne interroge chacun. Que reste-t-il de notre voix lorsque le signal disparaît ? La question dépasse la technique et touche à la manière de se tenir ensemble, même dans l'obscurité. Les autorités tanzaniennes doivent établir une radiographie précise des points d'entrée du réseau. Fibres, nœuds de routage, centres d'échange. Cette cartographie peut être menée en 3 mois par une task force mixte composée d'ingénieurs nationaux et d'experts universitaires. Le résultat se mesure à la capacité d'identifier les maillons critiques et de proposer des redondances réalistes. Un programme de stockage interne des données doit être lancé dans les 6 mois avec priorité aux archives publiques et aux services essentiels.
Les universités techniques peuvent participer à la construction ou à la supervision de microcentres souverains. La réussite se vérifie par la réduction du volume de données hébergées à l'étranger. Les radios communautaires, les écoles et les organisations civiles peuvent organiser des sessions mensuelles sur le chiffrement, les outils décentralisés et les réflexes de protection. La mesure s'effectue par le taux de participation et par l'augmentation des pratiques sûres observées sur les réseaux locaux. Une coupure doit devenir un acte réglementé, justifié publiquement et vérifiable par un organe indépendant. Une loi simple peut être proposée en moins de 4 mois, assortie d'un protocole de notification obligatoire. L'efficacité se teste à la clarté des procédures et à l'absence de coupures opaques. Sur le modèle des coopérations énergétiques, plusieurs pays peuvent mutualiser certaines capacités réseau, garantissant des relais régionaux, même en cas de rupture locale. Cette initiative, déjà évoquée au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, se mesurerait par la mise en place de corridors techniques capables de soutenir le trafic en situation d'urgence. En combinant ces 5 leviers, la Tanzanie peut transformer un épisode de silence en architecture durable. Sur les marches assombries de l'université de Dar es Salaam, la petite bougie qu'Aïcha avait allumée demeure l'image la plus tenace de cette nuit. Elle ne brillait pas pour défier l'État, ni pour porter un slogan, elle éclairait simplement un carré de sol. Comme pour rappeler que la lumière commence toujours par un geste minuscule. Ce geste, relayé de voix en voix, a traversé les ruelles, les marchés et les ports, jusqu'à devenir un signe silencieux d'attention partagée. Dans les récits collectés après la coupure, nombre de témoins disent avoir pensé que la flamme s'éteindrait au moindre souffle. Pourtant, elle a tenu. Et c'est cette ténacité fragile qui offre la véritable clé du récit. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré évoque souvent cette scène. Non pas comme une métaphore héroïque, mais comme une preuve que la dignité circule même lorsque les réseaux se brisent. La bougie d'Aïcha n'a pas vaincu la nuit, elle l'a rendue lisible. À distance, on comprend que cette histoire n'est pas faite de grands retours triomphants, mais de persistances minuscules, là où une voix retrouve encore son chemin. La lumière avance toujours plus loin que le silence. Dans les jours qui ont suivi le blackout tanzanien, beaucoup ont compris que la question ne portait pas seulement sur la technique, mais sur notre manière de rester attentifs les uns aux autres lorsque les écrans se taisent. Cette histoire rappelle que chaque voix compte. Celle des étudiants qui chuchotent, celle des familles qui partagent des nouvelles hors ligne, celle des témoins qui prennent le risque de transmettre ce qu'ils voient. Sur votre propre fil d'actualité, les pannes paraissent souvent lointaines, presque abstraites. Pourtant, la coupure de Dar et Salam montre qu'un simple geste, écouté, relayé, questionné, peut suffire à maintenir un lien lorsque tout vacille. Ce n'est pas un appel à la confrontation, mais à la vigilance commune. Restez présent, même discrètement, quand d'autres se retrouvent plongés dans l'ombre. Sur cette chaîne, les récits qui circulent existent grâce à vous. Vos lectures, vos analyses, vos discussions donnent du relief aux histoires qui, autrement, disparaîtraient trop vite. Alors, si ce parcours vous a éclairé, qu'en retenez-vous pour votre propre manière de veiller au signal ou à la voix qui vous entoure ?